Les conflits entre locataires et bailleurs occupent une bonne place dans les tribunaux de Kinshasa. 30% des affaires traitées sont en rapport avec les contrats de baux. Notre invité, maître Koko Kayudi Missamou, avocat à la cour d'appel, fustige la politique gouvernementale qu'il estime pas assez contraignante pour remettre de l'ordre dans l'anarchie qui règne dans ce secteur. Je vous propose de le suivre dans cet entretien qu'il a accordé à Nathalie Capella. Maître Koko Kayudi, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons aujourd'hui dans notre journal en tant qu'expert pour parler des conflits et contrats de bail. Le journal d'information judiciaire a constaté qu'il y a près de 30% des cas traités dans les tribunaux qui relèvent des conflits de bail. À votre niveau, que peut être l'origine? Je voudrais d'abord remercier votre journal d'avoir bien voulu m'accorder la parole sur ce sujet. Je crois qu'il y a deux séries de causes, il me semble. D'abord, la première qui est liée à l'absence d'une véritable législation de cette matière. Et deuxièmement, j'allais dire à l'obsolescence et à la désuétude des textes assez éparses qui existent sur le domaine. Et troisièmement, je crois que c'est l'absence d'une véritable politique de l'habitat qui existe, de sorte que les bailleurs et les locataires sont obligés, n'est-ce pas, d'en référer finalement aux cours des tribunaux qui, il faut le dire... Et aux avocats que vous êtes, qui se frottent les mains. Je crois que les avocats ne se frottent pas les mains. Les avocats prêtent leur ministère et leur concours pour aider les parties et les clients qui les consultent à pouvoir régler les différends. Ils ne se frottent pas des mains. Vous ne trouvez pas que le côté texte est quand même assez bien organisé? Il y a des projets de contrat depuis 1999 qui ont existé dans ce sens-là pour réguler un peu la situation. Bien, mais je crois que la question elle est importante. La question des baux à loyer est déjà réglée dans notre Code des obligations de 1888 qui a été, n'est-ce pas, pris à la suite du Code Napoléon. Et nous avons eu déjà pendant l'époque coloniale une législation sur la limitation des baux à loyer. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est d'essayer d'adapter notamment les taux des loyers qui sont appliqués, n'est-ce pas, à la fois au pouvoir d'achat, à la fois, j'allais dire, aux bâtiments ou aux immeubles qui sont donnés en location. Effectivement, en 1999, il y a eu un arrêté du gouverneur de la ville, de Kinshasa spécialement. Et il y a eu même un arrêté ministériel du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, qui détermine un modèle unique de contrat de location en République démocratique du Congo. Mais je dois dire que ces textes, d'abord, ne sont pas connus et ensuite ne sont pas appliqués du tout. Parce qu'il me semble qu'ils ne répondent pas, si vous voulez, à la situation réelle et pêchent un peu par manque de pragmatisme. Parce que la loi sur les baux à loyer renvoie la question du bail à la volonté des parties et aux usages. Mais lorsque vous prenez par exemple le texte de 1999 qui institue un modèle de contrat unique, mais qui en même temps fait obligation aux bailleurs et aux locataires de ne procéder qu'à la signature d'un contrat écrit, s'il vous plaît, sous peine même d'irrecevabilité de toute action que l'une des parties pourrait avoir à intenter devant les cours des tribunaux. Mais il est évident que pareille disposition ne rencontre pas les usages et la pratique à laquelle justement vous faites allusion. Parce que tout simplement, il y a un véritable problème d'habitat. Celui qui cherche une maison, il ne réfléchit pas sur le texte qu'il envoie pour chercher la maison. Est-ce que vous pensez que ces textes-là n'ont pas réglé la situation? Non, mais absolument pas. Parce que nous avons une véritable crise de logement dans ce pays, et particulièrement dans cette ville. Donc, celui qui cherche une maison, il ne s'accommode pas de toutes les formalités. Il veut une maison parce qu'un bailleur l'a mis en demeure de sortir. Et donc, si vous venez, et le bailleur qui cherche le locataire et qui trouve celui qui présente le profil, qui peut lui payer l'argent qu'il attend, mais il ne va pas chercher le contrat. Mais ce qui est plus intéressant et qui fait que le texte ne s'applique pas, c'est que vous allez dans l'administration communale de la cité
ou du territoire, ou au niveau de la division de l'urbanisme. Mais il n'y a même pas de modèle de contrat. Donc, le bailleur... Et récemment, le gouverneur venait quand même d'analyser un modèle de contrat. Mais excusez-moi, je crois que c'est encore... excusez-moi, c'est encore un arrêté de plus. Il me semble qu'il ne va pas faire avancer la question. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de culture quant à ce... il suffit de connaître qu'il y a des textes, mais aussi avoir la volonté de l'appliquer. Il faut vulgariser le texte, que déjà l'arrêté auquel nous faisons allusion de 99, de même que l'arrêté ministériel, n'ont jamais fait l'objet de publication au journal officiel. Figurez-vous, journal officiel qui crée la présomption de connaissance de texte par l'ensemble des citoyens. Et vous savez que nul n'est censé ignorer la loi. La loi publiée justement au journal officiel. Dès lors que le texte n'est pas publié au journal officiel, eh bien, je peux connaître, je peux m'opposer à l'application de ce texte-là, que je suis censé ne pas connaître. Parce que la présomption de connaissance tient à la publication du texte au journal officiel. Est-ce que vous semblez dire que c'est normal l'anarchie qui règne actuellement en ce qui concerne le contrat de bail, bailleur, locataire, tout ça? Ce n'est pas normal, mais je crois qu'il faut... Vous semblez excuser la situation. Il faut améliorer la pratique administrative. Par exemple, lorsque vous soumettez la mise en exécution d'un contrat de bail à un visa du chef de service de l'habitat ou du chef de division urbaine, mais il y a un véritable problème. Que d'abord, ce service n'a pas d'imprimé. Donc les bailleurs et les locataires ne vont pas attendre que les imprimés se retrouvent à la commune. Deuxièmement, le chef de service, lui, il est dans les matangs. Il n'est pas là. Troisièmement, il a déjà tellement de travail qu'il ne sait pas faire que lui ajouter encore le visa des différents contrats de baux. Mais je crois que c'est même lui donner trop de travail. Quatrièmement... Maître, vous semblez défendre non, les mais bailleurs. permettez. Quatrièmement, ce visa peut s'avérer tout simplement un moyen pour ce chef de service de se faire encore de l'argent. N'est-ce pas? Parce que il va vous dire, écoutez, tant que ce n'est pas visé, vous ne le mettez pas en exécution. Ça veut dire que le bailleur ne peut pas prendre le locataire, que le locataire ne peut pas accéder à la maison. Et cinquièmement, et vous voyez bien que ça, ce ne sont pas les avocats. Cinquièmement, ce texte-là a sorti la non-exécution d'une application, d'une pénalité. Donc il y a même une peine de prison de 2 mois et des amendes. Mais qui doit rechercher les infractions en matière d'urbanisme de l'habitat? Qui doit pouvoir les déférer devant le ministère public pour engager les poursuites? Ce ne sont pas les avocats ni les bailleurs eux-mêmes. Donc je crois qu'il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler en amont avant de pouvoir espérer, à mon sens, forcer la culture de la signature du contrat de bail. Vous avez un pays, par exemple... S'il vous plaît, quelles sont les dispositions légales, justement, en matière de contrat de bail? Mais c'est la volonté de partie. Maintenant, ce qui est intéressant, et je crois que c'est là l'intérêt de la réglementation, c'est qu'il y a une véritable anarchie. Aujourd'hui, vous avez une pratique, je crois qu'il faut absolument décourager, c'est de pouvoir soumettre, par exemple, le bail pour les immeubles à usage résidentiel à plus de 10 mois de garantie locative. Et donc, le texte tend à ramener cela à 3 mois. Pour les immeubles à usage commercial, à 6 mois, et les immeubles à usage industriel, à 12 mois. Mais depuis 1999, ça fait plus d'une décennie que le texte existe, que tous nous savons, vous et moi, que la garantie n'est jamais de 3 mois, sauf exception, sauf certains qui, j'allais dire, ont un peu la culture des textes. Nous savons tous que pour les immeubles à usage commercial, il n'est pas de 6 mois, que pour les immeubles à usage industriel, il n'est pas de 12 mois. Mais vous qui semblez maîtriser parfaitement ces textes avec ces failles, cela n'empêche pas que vous puissiez aussi perdre quelques procès, hein, parce qu'il y a des justiciables qui viennent chez vous, qui posent les mêmes problèmes, mais qui perdent des procès. Non, mais je crois que je voudrais être modeste pour ne pas parler de moi-même, mais je crois que c'est des questions généralement pour lesquelles il n'est toujours pas intéressé d'aller en justice parce que il est prévu par exemple la procédure de déguerpissement par voie administrative mais qui est à la base de plusieurs abus. Combien de fois, vous la presse, avez fait état de déguerpissements anarchiques opérés par les services des habitants au niveau des communes qui par moment ne respectent même pas la procédure qui est prévue, c'est-à-dire de mise en demeure préalable, la possibilité d'accorder une rallonge lorsque le préavis n'a pas été respecté, le tout pour permettre aux locataires de pouvoir sortir, j'allais dire, avec un minimum de décence de la maison qu'il occupe. Bon, maintenant, le déguerpissement judiciaire, notre justice est bien ce qu'elle est. C'est qu'il me semble qu'il est même plus facile de convenir de sortir d'une maison tranquillement que de pouvoir aller solliciter devant le juge, qui peut, n'est-ce pas, par le jeu de remise et
et tout le délai que vous maîtrisez qui ne bien, sont pas absolument incompressibles Maître, pour attendre une décision. Il y a aussi un problème, l'augmentation brusque du coût du loyer. Par moment, en espace d'une année, un locataire peut voir son loyer augmenter peut-être à 2, à 3, 4 fois. Alors, que doit-il faire? Bien, je crois que honnêtement, dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui, le locataire est quelque peu désarmé. Alors, que doit-il faire? Pourtant, les textes protègent parfaitement les locataires. Le locataire doit pouvoir aller vers le service de l'habitat, de la cité, du territoire ou de la commune pour dénoncer la situation. Mais il faut bien que dans le cadre d'une administration qui fonctionne, c'est pour cette raison que je vous ai dit en liminaire qu'il y a un véritable problème de politique. Et je crois que tant qu'il n'est pas réglé ce problème, nous aurons des problèmes sur le plan de l'application du texte. Pourquoi? Parce que le locataire qui va dénoncer à la commune doit pouvoir attendre de l'administration, de l'État, une intervention efficace qui permette de rappeler à l'ordre le bailleur. Or, il se fait que le temps qu'il aille à la commune et qu'il rentre au lieu où l'ouvre, il peut se retrouver dans une situation où sa maison est même scellée par le bailleur. Et les agents de la commune sont incapables de pouvoir rappeler le bailleur à l'ordre. Le locataire peut se retrouver dans une situation où il est carrément mis mal à l'aise. S'il se fait que ce sont des douches communes qu'ils utilisent, le bailleur va commencer à lui priver la clé pour accéder aux douches. S'il a une petite réception dans la parcelle, le bailleur va s'organiser pour empêcher que le locataire ne soit visité. Finalement, le bailleur va créer des conditions qui ne permettent plus au locataire. Donc, ça, c'est une question. Mais à côté de ça, le locataire a l'alternative, résilier carrément le contrat. Mais très peu de locataires recourent justement à... Vous savez qu'il faut penser résilier un contrat lorsque vous avez la certitude ou la vraisemblance que vous pouvez trouver à louer ailleurs. Mais quand vous connaissez que louer aujourd'hui à Kinshasa, à travers la République, est un véritable parcours de combattant, donc vous n'allez pas abandonner un bon studio que vous louez à Macampagne ou à Bandal ou à Kitambo sans être sûr de pouvoir trouver le même logement à Kalamou ou à Lemba ou à Limete. Encore que les commissionnaires vont devoir s'impliquer et cela peut vous prendre du temps. Est-ce que vous semblez dire que la politique du pays en matière de textes n'est pas très... Elle n'existe pas, la politique en matière d'habitat, en matière d'urbanisme, en matière de logement. Parce qu'aujourd'hui, la situation, c'est que le bailleur est en situation de force. Pas nécessairement. Vous savez qu'il existe déjà un modèle de contrat unique avalisé par le Mais le gouvernement. modèle de contrat est dans les tiroirs du ministère. Parce qu'il n'est même pas dans les services qui doivent pouvoir le faire signer. Et puis le bailleur et les locataires n'ont même pas le temps de venir signer ce contrat-là. Justement, au lieu de les décourager, il faut à travers... Mais c'est l'État qui doit user de la puissance publique. C'est l'État qui doit mettre des mécanismes de contrôle. Quelle est la solution pour vous? Mais quelle est la solution? C'est que la solution, il faut développer une véritable politique de logement qui va permettre justement de stabiliser le prix. Parce que autrement, nous allons prendre des textes, parce que si on commence à sanctionner aujourd'hui, écoutez, on va déférer 2, 3, 5, 10 bailleurs. Eh bien, une fois qu'ils auront été sanctionnés, ils vont payer les amendes. Mais quand ils rentreront, ce seront les premiers à dire aux locataires, ok, moi j'ai fait un jour au cachot, ben écoutez, j'ai été devant le tribunal, ben je crois que nous ne sommes plus en mesure de pouvoir continuer de vivre ensemble. Mais le problème, ce n'est pas seulement que les bailleurs. Vous savez aussi que les locataires ont des obligations aussi, entre autres, respecter le contrat, entre guillemets, le contrat, la convention signée avec des bailleurs. Et je crois que les locataires doivent rester, n'est-ce pas, dans le strict respect des engagements contractuels qui ont été pris. C'est pour cette raison que le législateur, depuis 1888, a laissé la question de la réglementation du bail à la volonté des parties et aux usages et des milieux où la location se fait. Mais j'ai dit encore une fois que ces dispositions vont s'avérer tout à fait superfétatoires tant qu'on n'aura pas véritablement mis en place une politique et développé des mécanismes qui permettent non seulement d'inspecter, d'assurer le contrôle, mais également d'encadrer les bailleurs et les locataires dans l'exécution de contrat de bail. En attendant, de votre point de vue, l'alternative serait quoi? En attendant la mise en place de tout ce que vous avez proposé comme... Mais je crois qu'il faut essayer de réhabiliter le service de l'urbanisme et de l'habitat au niveau des cités, au niveau des territoires, au niveau des communes. Je crois qu'il faut, si on ne peut pas recruter, essayer d'utiliser à bon escient. Parce que c'est des fonctionnaires qui viennent à 10h, 11h, qui restent dans leur bureau, attendant simplement un plaignant qui va payer une caution. Parce que dès que vous allez, avant même qu'il vous reçoive, il vous dit, bon papa, paie ça sans amoko, il y a loyer au futak. Avant même que l'administration n'intervienne.
Donc vous venez avec un problème, mais vous devez déjà rentrer aller chercher l'argent. Peut-être même que vous êtes en défaut de paiement du loyer chez les bailleurs. Le temps de trouver un mois de loyer, quand vous venez vous donner au chef de service, 2 jours il ne vient pas au service. Vous voyez l'adjoint, lui n'a pas vu l'argent, donc il ne peut pas intervenir. Vous téléphonez le chef, il vous dit qu'il est malade, il viendra dans une semaine. Et quand il vient dans une semaine, il n'a plus l'argent que vous aviez donné pour que les agents descendent. Et quand on vous donne les agents, ceux-ci vous demandent de pouvoir payer leurs pieds. Pour qu'ils descendent pour aller. Donc je crois que... Cette manière de rejeter la balle à l'administration, au service de l'habitat et tout, n'est pas une manière pour vous de vous cacher de vos responsabilités. Non, mais absolument pas. En tant qu'avocat, non, justement. mais absolument pas. Vous avez l'obligation d'expliquer à vos clients. Les avocats n'ont pas besoin de ce genre de conflit. Je crois que les avocats sont bien occupés à autre chose, pas ce genre de différent. Vous savez, c'est même d'autant plus embêtant et embarrassant que d'avoir un client qui déjà ne sait pas payer le loyer. Mais, écoutez, il vous paye quelle provision? Il vous payera combien d'honoraires? Après combien de temps de procédure? Maître, vous répondez quand même à une question d'un des téléspectateurs qui cherchait à savoir quelle action mener quand, par exemple, la majoration du loyer porte préjudice à un locataire. Non, je crois qu'il faut dénoncer cela d'abord au service de l'habitat. Et si le service de l'habitat ne fait rien, vous avez la possibilité de saisir le tribunal en résiliation du contrat de bail. Parce qu'il s'agit d'une obligation de faire ou de ne pas faire. Et c'est des obligations qui, au terme de la loi, se résolvent en dommages-intérêts. Donc, vous n'avez pas d'autre choix. C'est de pouvoir tout simplement solliciter que le contrat soit judiciairement résilié et que la justice constate qu'il y a eu un préjudice dans le chef de locataire du fait d'une majoration inconsidérée du bail. Éventuellement, il peut obtenir une condamnation à des dommages-intérêts du bailleur. Avec ceci, qu'il devra quitter la maison. Maintenant, Dieu seul sait comment il va devoir exécuter cette condamnation vis-à-vis du bailleur qui peut-être ne peut même pas avoir un patrimoine sur lequel une exécution peut être effectuée.